Bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique 2G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo consacrée aux intégrales de l'incroyable Hulk. Comme pour le premier épisode, je suis accompagné de Spider-Man. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? J'adore ce petit moment de où flottement. je te demande comment ça va alors que, en fait, je m'en bats les couilles. On vient de se parler pendant 1 heure. Et ça fait juste 1 heure qu'on se parle, donc si tu veux, je suis un peu au courant que tu vas bien, d'accord? Donc, va falloir me foutre la paix maintenant avec tes états d'âme, d'accord? C'est une formalité. C'est une formalité. Ben oui, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la politesse. On a fait une première vidéo qui a extrêmement bien marché. Je tiens quand même à le signaler. Puisqu'au moment où je te parle, on a dépassé les 1400 vues. Alors, à l'échelle de Squeezie, ça représente mes couilles, qu'on soit bien, que ce soit bien clair. Squeezie, c'est ce qu'il fait en 4 secondes d'une vidéo postée, en fait. Mais à l'échelle de la rubrique 2G, c'est un succès incroyable. Bah, c'est cool, c'est bien. Mais oui, mais au-delà du chiffre, c'est vrai qu'on a eu de très très bons retours et des gens qui se sont dit, tiens, on va lire les intégrales à votre rythme et à chaque fois qu'une vidéo sortira, on lira l'intégrale qui correspond à cette vidéo. Ensuite, on regardera la vidéo. Et je me permets de saluer Fredo Comics, un copain de Lyon, qui du coup nous a félicité chaleureusement pour cette première vidéo et a dit je vais vous suivre dans votre délire. À chaque fois que vous ferez une vidéo, je lirai cette intégrale. Et donc, comme nous, il va s'attaquer à plusieurs que ce soit bien clair. Bon, on va en reparler après. On en reparlera. On a fait dans la première vidéo l'intégrale 1987-1988 qui arrivait en fait sur l'arrivée de Peter David, donc sur l'incroyable Hulk, accompagné d'un jeune dessinateur qui était en train, au fil des épisodes, de nous en coller la pleine vue. C'était Todd McFarlane, ni plus ni moins. Et donc, on s'est attaqué cette fois-ci à l'intégrale 1988, la suite, une année complète cette fois-ci. Et puis voilà. Est-ce que je vais certainement en rester là, puis je vais te faire une petite passe en retrait pour que tu puisses nous parler on va dire, du cadre général de ce qu'on va retrouver là-dedans, et puis de ce que tu veux. De toute façon, après, on a le temps. Alors, en gros, donc, dans cette intégrale, des numéros 342, 346, c'est la fin de l'arc des bombes gamma. Voilà. Les numéros 347, 348, ça va tourner autour de Joe Fixit, donc la création et l'arrivée de Joe Fixit et de tout ce qui est du casino. Et ensuite, on terminera avec 4 numéros qui comporteront 2 crossovers, un avec Spider-Man et un autre avec La Chose, des 4 Fantastiques. C'est ça. Et alors, je sais pas ce que tu en as pensé, avant de rentrer un peu plus, tu vois, dans le cœur du sujet, mais on a vraiment une intégrale qui est coupée en deux. On a 6 épisodes d'un côté, 6 épisodes de l'autre, et c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est ça. Et si ça te dit, on va se faire une première partie sur la fin du travail de Todd McFarlane, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Et donc avec cet arc incroyable où on avait quand même Bruce Banner en Hulk gris, Rick Jones, comment il s'appelait, Quatermain, Betty Ross, qui essayait ni plus ni moins de trouver les bombes gamma que le gouvernement américain avait créé. Et derrière, il y avait un sinistre personnage, le leader, qui œuvrait en secret pour ses propres plans, parce que le monsieur, il a toujours un temps d'avance. Ouais. Et il a une checklist. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et il a une checklist. Oh non, on en reparlera de ça. On reparlera de la checklist. Alors, la fin de cet arc, j'ai bien aimé, en fait. C'est vraiment la continuité, le prolongement, en fait, de l'intégrale 87-88. C'est dans le même esprit, ça va vite. Ça commence déjà avec Antivie, du coup. Le problème Antivie qui est réglé, je l'ai trouvé un peu trop expédié de manière un peu facile, en fait. Alors, rien à voir avec l'équation d'Antivie. Non, ça c'est l'autre maison.
Allez, en Voilà. face. Et ça, j'ai trouvé effectivement, un peu. le Antivie est vite dispersé, on va dire. Ouais, littéralement. Mais c'est un peu facile, je trouve. Mais bon. En même temps, c'était pas un méchant. Voilà, c'est un troisième couteau, donc c'est pas grave. C'est pas grave au final. Sinon, tout le Puis c'est long, la fin on des a années 80. Oui, voilà, c'est ça. Il faut pas oublier ça aussi, hein. On est encore en 88. Voilà. On a le leader, du coup, hein, qui chapeaute tout et qui. Alors, ça, par contre, j'ai bien aimé parce que, en fait, il enregistre un message audio à Hulk en expliquant son plan. En prévenant et en préambule en disant je ne vais pas faire comme tous les méchants et expliquer mon plan à la fin. Je le fais au début, hein, je l'enregistre sur une Ouais. cassette. Et Note puis, pour comme plus je tard. disais, il avait aussi sa petite checklist. Sa petite checklist, ça m'a fait un petit peu rire. Faire péter la bombe, faire ci, faire ça. Donc, ouais, on reste dans les années 80, donc c'est moderne, mais ça ne peut pas aller de trop non plus. Hein, donc, voilà. Il y a un côté caricature à la mort, quoi. Il y a un côté caricatural. Par exemple, il récupère Saunders et La Roquette, donc les deux agents, les Hulkbusters, qui étaient, qui au final se sont fait plus ou moins virer par Nick Fury. Donc il les récupère et il les transforme. Il les transforme. Donc en fait, Saunders qui devient le Rédempteur et La Roquette qui devient un roc, mais Ouais. littéralement une grosse pierre. J'ai trouvé un petit peu ça étrange, comme une pierre qui vole. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça un petit peu pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, puis après Peter David plus tard, il va lui donner quelques pouvoirs en plus, hein, donc pour pouvoir affronter Hulk. Alors je dis rien, mais regarde bien ce personnage. Et quand on va le revoir, à mon avis, tu vas coller. Tu vas faire oh tu verras. Parce qu'on le reverra à un moment ou à un autre. Je trahis un peu le secret. Oui. Je trouvais aussi que ça aurait été bizarre de pas les revoir après. Et on a aussi une grosse révélation de la part de Betty qui nous apprend qu'elle est enceinte de Bruce Banner. Du coup. Et elle va essayer d'en parler avec lui, avec Hulk. Donc, voilà. Ouais, grosse révélation de ce côté-là. Donc un peu des deux. Voilà. Alors moi, tu vois, quand je l'ai vraiment lu entre guillemets en 2 fois, enfin un peu plus, mais on va dire que la fin du travail de McFarlane et donc de Peter David, je l'ai lu en une soirée. Et je l'avais pas relu depuis des années et des années. La première réflexion que je me suis fait, c'est quand je t'ai envoyé le message, je me rappelais pas que c'était aussi bon, parce que j'ai vraiment malgré toutes les critiques qu'on a pu faire là, tu vois, j'ai trouvé que c'était assez comment dire, assez rapide. Enfin, si tu veux, il y avait pas tellement, c'était assez facile à lire. J'avais pas l'impression en fait de lutter à chaque épisode et c'était quand même relativement assez entraînant. Et je pense que ça tient aussi énormément, mais j'y reviendrai après, au dessin de Todd McFarlane, encore une fois, et surtout à la manière dont il fonctionne au niveau de la mise en page. Parce qu'il a une mise en page qui est, pour l'époque, complètement atypique, complètement novatrice, et je trouve qu'il fonctionne très très bien. Il y a notamment, tu vois, un truc sur la mise en page que j'ai adoré, c'est quand tu vois, par exemple, soit la Roquette, soit l'autre, enfin, tu vois, des personnages un petit peu secondaires qui sont en arrière-plan, de profil, un peu en ombre chinoise, et que dessus, il va coller des images de leur passé, des événements, et en même temps des bulles entre guillemets, des bulles de pensée. Parce qu'on est vraiment sur, tu vois, deux pages à chaque fois, comme ça, par personnage, où on est sur de l'introspection. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, et que ça permettait vraiment de rentrer dans l'histoire. Et voilà. Et voilà. Moi, c'est vraiment des trucs, si tu veux, que j'ai trouvé vraiment sympa. Mais on reparlera du dessin tout de suite après, si tu veux. Et juste en termes de scénario, moi, il y a une phrase que j'ai notée, qui arrive en fait quasiment à la fin, mais qui pour moi est lourde de sens, et c'est aussi ça qui fait la richesse du personnage de l'incroyable Hulk. C'est donc Hulk qui dit
Enfin, en gros, la phrase c'est: est-ce que Hulk a toujours été en Bruce Banner ou pas? Est-ce que l'explosion de la bombe gamma a créé le monstre ou l'a simplement révélé? Tu vois, est-ce que au fond de lui-même, Bruce Banner n'avait pas toujours eu Hulk et que l'explosion n'était qu'un prétexte pour le faire sortir, l'œuf ou la poule, quoi, en gros. Mais je trouve que cette question-là, ça permet de faire rentrer une dimension psychologique dans le personnage qui est juste insensée. De se dire que c'est pas forcément l'explosion qui a créé Hulk, mais c'est peut-être tout le cheminement personnel de Bruce Banner qui fait qu'en lui, il a toujours eu un Hulk. Et ce genre de moteur-là, ce genre de phrase, on va le retrouver des années et des années et des années encore après, et notamment dans la série Immortal Hulk. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est vrai que j'ai pensé aussi quand j'ai lu ça, c'est vrai que tu te dis maintenant, nous, en tant que lecteurs moderne et tout ce qu'on a pu lire de moderne dessus, ça nous paraît cette réflexion logique, tu vois. Enfin, c'est oui, tu vois, oui, c'est du déjà vu entre guillemets, mais en fait non, à l'époque non, c'était novateur, quoi. On lit une intégrale qui est de 88, tu vois. Et ouais, se dire ça déjà à l'époque, c'est ouais, de dire en fait c'est pas la bombe gamma qui a créé Hulk, mais il était déjà en lui. Ouais, c'est une petite révolution, quoi. Bah, tu plantes une graine qui continue à germer 30 ans après, quoi. C'est ça. C'est ça. Belle graine. J'ai envie de dire. Ça fait un bel arbre. C'est bien joué, Peter, quoi. C'est plutôt bien. Et au niveau du dessin, du coup, parce qu'on avait vu dans le premier intégral que McFarlane, ça évoluait énormément au fil des épisodes, que ça évoluait aussi énormément suivant qui l'ancrait. C'est ça. Si c'était Jim Saunders Free ou je sais plus qui. C'est ça. Et là, du coup, aucun respect pour les gens qui ont un chiffre dans leur nom, que ce soit bien clair. Les Montfort, Jim Saunders Free, Tanya Fort, Jean-Paul II, ça suffit maintenant. P12. On arrête de dire les chiffres, c'est fini. Ouais. Et du coup, là, sur celle-là, McFarlane, il ancre et il dessine les deux premiers numéros, donc les 342 et 343. Et on est vraiment dans la. Non, il ancre de 342 à 345. Il fait tout. Oui, mais non, 344, l'ancrage c'est Bob Wiasek. À sec. Wiasek. Tu peux développer ta pensée, s'il te plaît. En fait, c'est ça, tu vois, c'est que sur le 342. Je vais même pas les vérifier. Non, mais c'est 342, 343, il ancre et il dessine, et les deux premiers numéros, tu vois, c'est vraiment dans la lignée du numéro avec Wolverine qu'il y avait, et avec le numéro de l'Homme Taureau. C'est vraiment dans la droite ligne, tu vois. Vraiment, tout ce qui est, comme on disait, sur les visages, les fines lignes, vraiment tous les petits détails, vraiment tous ces crayonnés qui restent, c'est vraiment dans cette continuité. 344, il dessine, mais du coup, c'est pas lui qui ancre. Et là, on voit tout de suite que on perd beaucoup de détails. Et 345, il dessine et il ancre, mais il y a des finitions. Je te jure que j'ai pas ça de marqué. Ah, j'ai vérifié tout à l'heure, hein, j'ai ça. Fais voir. Ah non, attends, je te dis peut-être une connerie. Ferme ta gueule, Jérôme. Ouais, Bob à sec. Pour moi, Bob. Ouais. Et sur le 345, du coup, il ancre et il dessine, mais il y a des finitions faites, alors déjà par deux personnes. Alors, quand tu as deux personnes qui repassent pas sur ton travail, Jim Saunders et Chris Ivy, et pareil, on perd ces détails. Là où il devrait y avoir des petits détails, des petites finitions, on se retrouve carrément avec des traits. C'est... Voilà, on voit que là, on perd quand c'est pas lui qui fait vraiment les deux, quoi. Qui ancre et qui dessine. Mais ça reste très bon, mais c'est sûr que c'est pas aussi abouti. Et est-ce que tu as trouvé que la bête, j'allais dire que Hulk, il en finit plus de devenir de plus en plus laid, de plus en plus démoniaque physiquement. Là, dans les derniers numéros, moi j'ai vraiment le sentiment que il est quasiment en train de pourrir sur lui-même, quoi. Ouais, quand il parle avec Betty, justement, quand elle parle avec lui, qu'elle est enceinte, vraiment, en plus c'est la nuit, donc c'est vraiment une grosse masse voûtée comme ça. C'est on sent un peu le mal sointé. Il est pas méchant au final, mais il est quand même assez mauvais. On sait pas trop. On va dire qu'il est grognon. Ouais.
Il est grognon, mais il a bon fond. C'est ça. Au final. C'est un mais ça va. Disons qu'il a des valeurs et des principes qui seront pas forcément les mêmes que tout le monde. Mais bon, il ira pas s'en prendre un innocent ou voilà. Par contre, il pourrait laisser faire quelque chose si trouve qu'il veut pas s'en mêler, qu'on le laisse tranquille. Oh, s'il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça. Clairement. Et donc après, on a l'épisode 346 qui sert vraiment de conclusion à cet arc-là. C'est ça. Et en même temps, voilà, d'épilogue à ce qui va se passer ensuite. Là, on est quand même obligé un peu de spoiler. Il se passe un truc, moi, que j'ai trouvé mais ouf. Ils sont dans une petite ville en fait d'Amérique et il y a une bombe gamma qui pète en fait. Et Hulk est dans cette ville-là. Et évidemment, il y a pas mal de gens qui meurent, évidemment. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont irradiés aux radiations gamma. Et Hulk est soi-disant mort. Évidemment, il ne l'est pas. Et l'épisode 346 sert ni plus ni moins en fait de faire un point d'étape du point de vue de Rick Jones, du point de vue de Betty, du point de vue de Quatermain sur ce qui s'est passé, et il raconte un petit peu les événements précédents. Notamment Quatermain qui est devant le grand jury ou je sais pas quoi, enfin la cour américaine, je sais pas quoi. Ils passent tous devant un tour de rôle. Ouais. Et là, au dessin, c'est Erik Larsen. Le grand Erik Larsen. Qui à l'époque débutait aussi, hein, du coup prenait la suite de McFarlane. Mais sur ce numéro, du coup, McFarlane faisait la mise en page. Ouais. Et lui s'occupait des dessins. C'est pas flagrant en fait la transition parce qu'il a un style moderne, un peu à la McFarlane au final. Hein, c'est. Oui, c'est. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dans le même état d'esprit. C'est vraiment le même style de dessin en fait. C'est ça, c'est le même style. Et tu sens que Larsen, il a pas encore trouvé sa patte. Enfin, ah oui, non, c'est clair. Mais tu sens qu'il se cherche pas trop non plus. C'est quand même, c'est quand même déjà abouti. Hein. Ouais, non. Et c'est ce qu'il fait, quoi. C'est pas et d'ailleurs, tu vois dans cet épisode, tu vois que c'est McFarlane qui fait la mise en page parce que tu retrouves en fait des trucs de mise en page, le même truc que je te disais là, tu vois le visage sur le côté, tout ça. Tu retrouves les mêmes trucs, mais du coup, avec Erik Larsen au dessin. C'est ça. Même la première page, c'est un visage en gros, je crois, en gros plan de Rick Jones, par exemple. Ouais. C'est ce que fait McFarlane, hein, comme ça, des pleines pages avec un visage dessus, ou rajouter des cases par au-dessus pour rappeler les événements un peu précédents, des choses comme ça. Donc, un numéro qui finit bien cet arc, qui est bien exécuté. Non, très bon. Moi, j'ai passé vraiment un super moment avec Todd McFarlane au dessin et Peter David. Avec, tu vois, des hauts, des bas dans le scénario, comme on l'a dit en TV, des trucs au niveau du dessin, de l'ancrage, où c'était pas forcément ouf à chaque fois, mais tu sentais quand même beaucoup McFarlane évoluer. Et globalement, un premier arc qui a plutôt très très bien fonctionné. McFarlane tire sa révérence. Et ensuite, on arrive au moment délicat du run de Peter David, puisque McFarlane plie les Gaules. Et c'est Jeff. Jeff Purves. On va dire Purves. Purves, on se met sur Purves. Ouais. Purves. Ouais, allez. C'est parti pour Purves. Et il restera 19 numéros du coup. Purves. Et oui. Et c'est très particulier. C'est très très particulier. C'est pas moche. C'est moche. Oh putain. Ah bon. C'est compliqué, hein. C'est spécial. Compliqué, c'est la version polie. Ouais, mais j'ai pas trouvé ça moche. Je dirais pas forcément moche, tu vois. Après, il y a des soucis. Moi, c'est douloureux. Douloureux. En fait, si tu veux, pour moi, il y a deux trucs. Il y a le dessin. Le dessin, ok. Il y a la mise en page.
la manière dont il fait évoluer l'action d'une case à une autre. Et puis quand même, quand tu passes de McFarlane, un petit épisode d'Eric Larsen, et que tu arrives avec Purves... c'est ce que j'allais dire, c'est que tu passes quand même de McFarlane à Purves, ouais, là c'est chaud, quoi. C'est clair. Ouais. Et le pire, c'est que Purves, en fait, il avait jamais dessiné de comics, et c'est le seul comics qu'il dessinera de sa vie, en fait. Ouais, et on en remercie. Ouais. Mais c'est ouf. Enfin, je sais pas d'où il est sorti. Lui, ça devait être le neveu à quelqu'un, écoute-moi bien chez Marvel. Ça devait être le gendre à un copain. Ouais, je sais pas, de ce que j'ai vu, ouais, il faisait des études de design, de choses comme ça, et après le mec s'est retrouvé à refaire plein de trucs différents, mais genre de la série TV, des dessins de parcs d'attractions, enfin, tu vois, c'est des trucs qui ont rien à voir. Et tu te demandes, en fait, comment elle a atterri là-dessus, quoi. Et je pense, je pense que les encreurs ont dû avoir du taf. Parce que j'ai pas trouvé de crayonné, tu vois, de lui. Mais je pense qu'en crayonné, ça devait être pire, en fait, tu vois. C'est au-delà. Parce qu'il y a des fois, sur un épisode, il y a 2 encreurs. Franchement, c'est un merdier. Enfin, tu sens que c'est douloureux. Puis on en reparlera après de l'ancrage, parce que notamment sur le dernier épisode de cette intégrale, où c'est un très bon encreur qui est là-dessus, et même lui, à un moment donné, si tu veux, il a dû aller dans le bureau du rédac chef et dire à un moment donné, je peux pas. Tu veux que je dessine bon, mais quand même, il faut pas déconner quand même. Il est mignon, Purves, mais s'il dessine avec le crayon coincé entre les miches, ça peut pas faire des bons dessins. Mais bon, bref. C'est pour ça que de base, je voulais pas. Enfin, à l'époque, comme je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo précédente, j'avais pas acheté l'intégrale 89 parce que j'avais tellement entendu du mal sur Purves que je dis bah non, je n'achète pas. Et puis après, je me dis j'ai un gros trou dans en plus avec Joe Fixit, j'ai un gros trou dans l'intégrale de Peter David. Je fais j'ai pas le choix. Hein, et du coup, j'ai quand même pris, mais à la base, je voulais pas le prendre à cause de ça. Le problème, c'est le dessin. Le véritable enjeu de cette partie-là, dans le run de Peter David, ça va être ce qui va faire du personnage de l'incroyable Hulk. Puisque après sa prétendue mort dans ce village suite à l'explosion d'une bombe gamma, Hulk, Banner, tout ça c'est volatilisé, on ne sait pas où c'est, et puis on va commencer à suivre l'histoire. Voilà. On va commencer à suivre l'histoire du côté de Las Vegas avec un patron de casino. Tu vois bien sa manière de s'habiller que c'est un mafieux, mais avec des règles. Enfin bon, voilà, un mafieux, pareil, avec un certain sens de l'honneur. En tout cas, c'est un peu comme ça que ça nous est présenté. Et qui, a priori, a un homme de main extrêmement efficace, qui est nouveau en ville, mais qui fait trembler tout le monde, et qui s'appelle Joe Fixit. Et Joe Fixit, c'est ni plus ni moins que l'incroyable Hulk. C'est ça. On l'apprend quand même. Pas tout de suite, hein. C'est vraiment, ça met 1 ou 2 épisodes, je crois, non plus ou moins à la fin du premier épisode. À moins d'être débile. Tu te doutes que. Oh, mais qui c'est ce Joe Fixit? Tu doutes que c'est pas tort, quoi, tu vois. À un moment donné. T'imagines merde. C'est pas le plus grand secret qui puisse exister non plus. Mais voilà. Et donc, le truc que je trouve super intéressant, c'est que ça va pas durer 150 ans. Cette période-là, ça va durer, comme tu l'as dit, je crois, une 20aine d'épisodes, ce qui est finalement très peu. Et pourtant, cette partie-là, avec un Hulk gris, avec un Joe Fixit, c'est pareil. Ça continue à marquer le personnage 20, 30 ans après. On continue à parler de Joe Fixit et voilà. Et c'est un moment hyper important dans l'histoire de Hulk. Mais du coup, ce Joe Fixit a la capacité de rester tout le temps Hulk, donc même la journée. Même si à un moment, ça va commencer le soleil va commencer à le brûler très vite. Mais la capacité de rester tout le temps. On ne sait pas en fait comment il est devenu ce Joe Fixit au final. Parce que ça, visiblement, ça va se révéler plus tard. Il a rencontré quelqu'un, visiblement. Ouais. Et on ne s'en dit pas plus. Et voilà. Il s'exprime mieux aussi que le Hulk gris de base. Ouais, un peu mieux quand même. Je sais pas, ça m'a pas.
Mais ouais, mais Disons là, qu'il est donc, content de sa vie. ouais, bah c'est ça, c'est ça. Lui, il cogne des gars de temps en temps, c'est l'homme de main. Quand il y a vraiment un gros souci, ben, on l'appelle lui. Il vit Il est dans un logé dans une palace, putain de suite. logé, nourri, Il bouffe ce blanchi. qu'il veut. Il y a C'est plein de ça, meufs. C'est les années exactement. 80. C'est les années Voilà. 80. Et ouais, et lui il est content de sa vie. On lui fout Ouais. la paix, son boss le respecte, il respecte Mm. son boss, chacun a sa place. Il essaye Euh, de se faire oublier, quoi. mais au deuxième Et d'avoir sa numéro, propre vie. voilà. Et le numéro suivant, il y a l'homme absorbant qui arrive. Et ça va un peu lui poser problème. Enfin, lui, surtout, ce qu'il veut pas, c'est qu'on le reconnaisse, quoi. Parce que lui, il faut vraiment rester mort aux yeux de tout le monde. Hein, donc, d'ailleurs, je crois que l'homme absorbant ne le reconnaît même pas au final. Non, je crois pas, ouais. Je Non, crois il le qu'il le voit pas. reconnaît même pas, en fait, vu qu'il est Ouais. gris. Voilà. Ouais. Et puis il est en Donc, costard, enfin voilà, quoi. Il a laissé voilà, tomber les Bermudas violettes depuis un moment, quoi. c'est ça, c'est ça. Et donc, bon, bah, on a un petit pampan la bagarre, on va se le dire. Donc, avec le absorbant. Bah, jusqu'à la fin, en fait. Hein. Mm. Parce que tu Oui, vas c'est vrai. avoir, tu vas avoir 2 épisodes avec l'homme absorbant où c'est du pampan la bagarre, mais c'est quand même pas inintéressant parce que tu as un développement du boss de Hulk qui s'appelle Berengeti. Tu as un développement de Willet, de qu'est-ce qu'il fait, de ce qu'il fait à Las Vegas, et au milieu, tu as du pampan la bagarre, donc ça reste très agréable. Tout de suite derrière, il va y avoir ce qui se passait beaucoup en fait à l'époque, un crossover où tu vas avoir un épisode de Web of Spider-Man et en même temps un épisode de l'Incroyable Hulk. Donc ça te fait sur 2 séries une seule et même histoire. Tout de suite, mais ça on va y revenir après cette histoire. Qui est pas, on peut y revenir tout de suite. Hein. Oui, bon, pour en parler tout de suite. Hein. C'est pas vide. ouais, non, c'est chiant. Voilà, il y a des robots. 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 C'est bizarre. Ouais, voilà. Il y a Spider-Man qui est là. Ouais, et en plus, on est sur Spider-Man de l'époque qui parle tout le temps, qui fait des vannes pas drôles, c'est chiant, c'est lourd. Donc c'est et puis au milieu de tout le ça, petit on crossover. a ces mercenaires cyborgs qui sont pointés à Las Vegas pour se faire une sorte de battle royale entre eux, de ce qu'on comprend, pour déclarer un vainqueur, qui font ça visiblement chaque année ou un truc dans le genre. Ouais, de non, la c'est merde. de la merde. Ouais, c'est vraiment. Wow. En plus, c'est lourd à lire, c'est chiant. Ouais. Une fois que t'as passé ça. Totalement indispensable. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu sautes les 2 numéros, c'est pareil. Oui, ouais, tu peux carrément les sauter, tu vas rien louper. Il n'y a pas de développement de personnage. C'est typiquement le crossover, le team-up qu'ils faisaient à l'époque, comme ça pour que chaque série attire un autre public. Hein, mais tiens, Spider-Man dans celui-là, il y a Hulk dans l'autre, on ramène du public, mais franchement, il y a vraiment rien à sauver dans l'histoire. T'as des team-up comme ça qui peuvent quand même beaucoup mieux fonctionner, tu vois. Ah oui. Je pense, alors je sais plus si c'est en 88 ou si c'est en 89, mais je sais que dans l'intégrale Wolverine, tu vas avoir 1 ou 2 épisodes où tu vas avoir Joe Fixit qui va aller à Madripoor. T'as Joe Fixit qui est Hulk, mais personne n'est censé le savoir, et t'as Logan qui se fait à l'époque appeler Le Borgne, mais personne n'est censé le savoir. Et les deux vont se retrouver une fois de plus et vont devoir collaborer. Et vraiment, si vous avez l'occasion de lire ces épisodes, ils sont magnifiques. C'est du beau schéma, c'est vraiment une tuerie. Donc des fois, tu peux avoir des bons team-up. Le team-up avec Spider-Man, c'est tout bizarre. Et on va terminer cette intégrale avec un deuxième crossover, avec un épisode des Fantastic Four, c'est l'épisode 320, et avec le Hulk 349, avec un autre team-up qui peut être... C'est 350. Je sais plus. Ouais, 350. Et un team-up qui, normalement, sur le papier, est magnifique, puisque c'est de nouveau une confrontation Hulk-la chose. C'est ça. Dans un...
comment dire, un cas de figure très particulier, puisqu'on a un Hulk qui est gris, donc beaucoup moins puissant que le Hulk vert, qui est en plus embêté avec le fait qu'il sent quand même gratter derrière son oreille un Bruce Banner qui repousse un peu, C'est ça. il revient. Et on trouve à côté de ça la chose qui est à l'époque au top de sa forme, avec des pouvoirs qui n'ont jamais été aussi costauds. C'est l'époque où il a vraiment, il a plus la croûte classique, et au contraire, il va avoir une espèce d'armure d'écaille, une tête avec des pointes irisées, des ergots aux pieds. Il a une petite queue de dragon au cul. Il fait un peu pangolin quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas sa meilleure époque, visuellement, à la chose. Mais c'était pas. Moi, je me rappelle que j'ai pas mal de Nova qui sont de cette époque-là, et j'avais bien aimé. Mais bon, en même temps, j'ai pas relu ça depuis 20 ans. Donc, mais à l'époque, j'avais bien aimé. Et à cette époque, c'est le leader des 4 Fantastiques. Ouais. Reed Richards s'était barré. Il était avec, je sais plus comment elle s'appelait, sa meuf là, qui était en chose aussi. C'est pas Sharon Carter, c'est Sharon, je sais pas quoi. Je sais plus. Mais oui, il y avait la chose féminin, du coup. Femme. Aussi, avec, femme, Voilà. Et en gros, bon voilà, Fatalis manipule un petit peu Hulk en lui disant t'es pas capable de battre la chose. Voilà. Lui dit si, je peux lui péter la gueule, mais non, t'es moins puissant qu'avant. Non, je peux quand même le faire. Et ça débouche sur un gros pour la bagarre entre la chose et Hulk qui ne veut toujours pas se faire découvrir, qui veut rester mort. Donc il essaye de se cacher un peu pendant le combat, de pas trop se montrer. Même la chose qui voit que ce personnage qui ressemble un petit peu à Hulk, mais qui n'a pas la même couleur, qui est moins puissant, pense que c'est un autre super vilain, ou que sais-je. Et voilà, on est encore sur bon, pour le coup, là, on passe quand même un meilleur moment, parce qu'on voit aussi que Hulk arrive à l'avoir à l'usure de manière un peu plus intelligente. C'est ça le truc qui est intéressant. C'est ça, en fait. On te montre qu'il est malin. Il est vicieux. Voilà. Il est malin, il est vicieux aussi. On te montre que Joe Fixit peut être vicieux. Ouais. Il a d'autres cordes. Il est très fort, mais c'est plus le plus fort. Mais par contre, il est intelligent, il est vicieux. Alors, il est intelligent, il est vicieux, mais il est quand même aussi con comme un balai, parce que de la manière dont il se fait manipuler en 2 cases par Fatalis, tu vois, c'est en termes de scénario. Non, voilà. Le pire, c'est pas ça, c'est que quand Fatalis veut d'abord le manipuler, il lui dit arrête avec ta psychologie de bas étage. Bon, tu te dis, il a compris. Non, il y va quand même. Voilà. Il le rattrape, dis non, je vais quand même aller lui coller une trempe, Zafine. On te montre qu'il est pas trop con, mais quand même un peu. Voilà. Tu sens que tu peux jouer sur sa fierté. En fait, il joue un peu sur sa fierté. Parce que tu sens qu'il a un complexe aussi à ce niveau-là, qu'il est moins fort qu'avant et ça le fait chier. Ouais, et il veut quand même prouver qu'il peut. Il veut que malgré ça, il peut quand même battre la chose, que la chose ne l'a jamais battu. Voilà. Et donc, il le défonce. Et voilà, donc on est encore sur un crossover, une baston, donc. Et que ça se termine sur le Fauve qui le recrute pour une mission avec les Avengers. Il lui pose un ultimatum, il laisse pas trop le choix. Il lui dit si tu viens pas, je balance à tout le monde que Hulk est vivant. Donc, mais par contre, si tu viens, on te laisse tranquille. En 5 épisodes, il y a déjà la moitié du monde entier qui est au courant que c'est Hulk. C'est ça. Mais bon, Fatalis, il y a du monde quand même qui est au courant. Fatalis, la chose, bon, Spider-Man. Ouais, tous les grands héros sont au courant. Donc bon, un peu aux Avengers près. Et donc voilà. Et du coup, ça me fait un petit peu peur quand même, parce que je me dis, depuis la fin de cet arc avec les bombes gamma, on a eu un bon départ avec Joe Fixit, et là on enchaîne les crossovers, les team-up, les crossovers, et je sais pas trop où on va avec ça en fait. Bon, voilà. Disons que là on vient de passer 4 épisodes qui n'ont strictement, enfin ça n'a pas rien développé, parce que ça a développé quelques trucs en termes de bagarre. Tu peux toujours gratter des choses, oui, c'est ça. Mais ça n'a pas développé autour de la mythologie de Joe Fixit, quoi.
Et c'est ça. Et tu sens que Peter David, avec le leader, il met des choses en place. Voilà, qu'on le reverra. Mais tu sens que ça tâtonne encore pas mal. Et t'as l'impression que même Peter David se dit combien de temps je vais encore durer sur Hulk un peu, tu vois. Là, tu sens que là, il y a quand même un creux et que ouais, il se cherche. En même temps, s'il a vu les premiers dessins de Perf, il a dû dire waouh, on va se faire virer, gros. On va se faire virer dans pas longtemps. Oui, parce que le crossover, oui, il y a un numéro donc Hulk qui est dessiné par. Enfin, les numéros de Hulk sont dessinés par Pearls. Sinon, c'est Case Pollard qui dessine le numéro des FF. Ouais. Il avait dessiné des numéros des FF de 78 à 89. Donc voilà, on le retrouve dessus. Régulièrement. C'est ça. Et sur Spider-Man, c'est Alex Saviuk qui a officié au dessin et qui a beaucoup bossé sur Spider-Man, mais de façon très disparate en fait. Il a vraiment fait un numéro par-ci, un annual par-là. Donc, voilà. Et pas désagréable, les dessins de Kev Pollard. Ah non, j'ai beaucoup aimé. Moi. Ouais, c'est très propre. Très très propre. Très très sympa. Ouais, beaucoup plus que Pearls. Il y a vraiment, on va pas tirer encore sur l'ambulance, mais il y a vraiment. Disons que Pearls qui plaît pas. Sur ces deux numéros avec la chose, quand tu lis le premier qui est vraiment propre et beau, ça va tout seul et tac, t'enchaînes sur Pearls avec la chose et waouh, là tu te dis ouais c'est chaud. Et il y avait deux trucs que je voulais signaler, c'était dans le Fantastic Four en fait 320, donc c'est Engelhardt qui est au scénario et Pollard qui est au dessin, et on a vu en fait dans les crédits c'était marqué qu'il y avait des finitions de Joe Signott. Alors à quel point Joe Signott est intervenu là-dedans, j'en sais rien du tout, mais ça valait le coup quand même de le signaler parce que Joe Signott est un putain de monstre et c'est une légende des comics qui nous a quittés en juin 2020. Et j'ai trouvé super marrant de se dire qu'à un moment donné, eh ben, tu vois, tu avais une petite touche de Joe Signott là-dedans. Et un autre truc qui m'a fait énormément rire sur l'épisode 350 où c'est Purves qui est au dessin, il est ancré par Terry Austin. Terry Austin qui est aussi une putain de légende en termes d'ancrage de tout ça. Et donc, c'est ce monsieur, je disais tout à l'heure, qui à un moment donné, il a dû dire ah mais les gars, je suis pas Dieu le Père, quoi, tu vois. Mais ça change rien, ça reste pas beau. Je te dis, c'est pas catastrophique, Pearls, mais je pense que l'ancrage y est pour beaucoup. L'ancrage y est pour beaucoup, et tu sens que les mecs ils doivent taffer derrière. Mais ouais, c'est. Et on va, avant de passer à, on va dire, à la dernière partie de la vidéo, je te poserai juste 2-3 questions sur ce que tu envisages sur l'intégrale 89. Je veux quand même signaler un truc. Moi, il y a eu pas mal de fois, nous, ce qu'on a comme intégrale, c'est vraiment des vieux intégrales. Moi, à l'époque, par exemple, celui-là, je l'avais payé 25 €. Donc, autant te dire que c'est vraiment la première édition. C'est celle-là que j'ai aussi. Voilà, on a tous les deux la même. Il y a eu quelques fois où on s'est fait la remarque en fait sur des dessins, notamment sur la partie de Purves où il y avait un ancrage qui semblait bizarre, léger, voire absent. Et j'avais même le sentiment qu'il était un petit peu effacé. Et moi, bon, et même retouché en fait. Ouais, très rare. Parce que à un moment, sur la photo, la planche que tu m'as demandé, il y a une femme, elle a un œil, la pupille, elle pointe là, et l'autre là-bas. Tu vois, c'est vraiment. Il y a l'impression que c'était retouché. Il y a un truc qui est bizarre. Et donc, moi, je collectionne quelques VO de temps en temps de l'incroyable Hulk. Je suis tombé sur un petit lot de VO des issues originales que j'ai commandé. Je les ai pas encore reçus, mais je ferai un comparatif. Je manquerai pas de le publier sur mes réseaux pour montrer la différence qu'il peut y avoir, s'il y a une différence ou non, entre le travail de scan qui est proposé à ce moment-là par Panini et la réalité de la VO. Parce que je ne suis pas du tout certain, mais c'est vraiment, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas certain que les scans aient été parfaits. Et c'est pour ça que je serais très très curieux de voir le matériel original. Mais ça, je pourrais y répondre que dans quelques jours, quelques semaines, quand le colis arrivera. Voilà.
Mais ça, je manquerai pas quand même de le signaler au moment où la vidéo sortira. Je pense que ça devrait à peu près coïncider. On va se diriger très rapidement vers l'intégrale de 1989. On peut d'ores et déjà dire qu'on a tous les deux bien envie de le lire. Ouais, et surtout, ouais. moi, ce qui m'intéresse, parce que moi, je l'ai déjà lu, c'est grosso modo, toi, t'en attends quoi? Parce que c'est la fin, on va dire, la plus grosse partie est quasiment la fin du passage de Pearls, et donc des aventures de Joe Fixit à Las Vegas. Qu'est-ce que toi, tu attends de cette intégrale? Bah déjà, on avait laissé pas mal de temps, comme tu disais, passer entre les deux intégrales. Et à chaque fois que je lis vraiment une intégrale, j'ai vraiment envie de relire la suite. J'en attends qui est, comment dire, une vraie direction qui commence vraiment à être prise. Parce que là, comme je disais, avec les derniers team-up, crossover, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu, qu'il sait pas trop où il va. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on reparte sur de bons rails, dans une bonne direction claire. Et ben aussi un développement de Joe Fixit en fait, que le personnage, que cette itération de Hulk soit bien développée. Réponse dans une prochaine vidéo. On verra, je pense qu'on va pas trop tarder à se Oui, lire. non. Oui, puis franchement, ça se lit bien. Ouais, non, c'est... Moi, vraiment, j'ai vraiment toute la partie McFarlane. Vraiment, ça je l'ai enchaîné. Ouais. Il y a des trucs qui vont pas. Hein. Ce serait un mensonge de dire que c'est génial. Non, il y a plein de trucs qui vont pas. Globalement, ça se tient encore très bien. Et là, pour l'instant, on va dire pour cette première partie de Pearls, on a quoi encore du coup encore une bonne quinzaine de numéros avec lui. Ouais. Oui, parce que c'est gros 89. 89. C'est ça, tout Pearls. Enfin, de ce que je sais, peut-être qu'il y a des team-up, ça je sais pas. Ouais. Et une petite partie 90. Je crois que tu as un ou deux numéros avec Pearls en 90. Et après, c'est Keon. C'est vraiment la toute fin. Et ensuite, c'est Delcan. Ah, ça récompense. Là, mon pote, les larmes qui coulent en lisant Keon. Là, c'est pour ça. Le 89, j'ai envie de le lire. Hein. Clairement, j'ai envie de le lire. Ah, mais parce que ça fait, comme on disait... Je l'ai lu une fois à l'intégrale 89. Je ne l'ai pas lu plus de fois. Hein. Et je l'ai depuis des années. Donc, je me rappelle presque plus de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment une redécouverte. Ouais, mais par contre, ce qu'il y a après, je l'ai lu plein de fois. Plein de fois. Et j'ai trop le goût de le lire. On en avait déjà parlé dans la première vidéo, mais oui, tous les éloges qu'on entend sur la suite, ne serait-ce que après on a aussi plus tard Futur Imparfait avec Perez, mais quand tu vois tous ces dessinateurs stars ensuite qu'il y a, tu dis ouais ok, on s'est tapé Pearls pendant 19 numéros, mais après on voit qui c'est qui arrive. Si le scénario tient la barre et que Peter David en 89 il réussit quand même à raconter des choses intéressantes, on peut accepter assez facilement un dessin qui soit moins bon sur une année. On s'en fout, on a vu pire, quoi, tu vois. Mais il faut que le scénario raconte plus de trucs que ce qu'on a vu là. Parce que sinon, c'est pas possible. Disons que si là, t'avais peur et un scénario de merde, c'était fini, quoi, je veux dire. Ouais. Là, t'as rien à sauver, quoi. Donc, bon, là, tu t'accroches encore au scénario. On va voir. La réponse très bientôt. Mais en tout cas, c'était... ouais, ça va vite passer. Ça va aller. Je crois que c'est bon. On a à peu près dit tout ce qu'on voulait. Oh, oui, on a tout dit. Hein. Donc, globalement, une bonne intégrale. Oui. Bon, on vous conseille quand même, si ce n'est de les acheter à 35 balles, je comprends que ça pique, mais au moins, peut-être de vous rapprocher d'une bibliothèque ou d'un truc comme ça pour essayer de les bouquiner, de vous les faire prêter par un pote. Si vous êtes vraiment fan, que vous êtes vraiment intéressé par la période, c'est un investissement qui peut avoir du sens. Mais voilà, après, ça reste quand même du vieux matériel. Je pense que c'est difficile, peut-être pour un tout nouveau lecteur. Peut-être, je sais pas. J'ai toujours du mal, moi, tu vois, à conseiller du vieux matériel comme ça pour débuter. Hein. On n'est pas sur du... On est sur du old school, mais il y a plus vieux. Hein, donc, Ah oui. Ouais, mais quand même. Nous, on dit qu'il y a plus vieux parce qu'on commence à être vieux aussi.
Mais Et puis, on a lu ce qui est pour nous, ça va. Pour un mec de 20 ans, ça va plus. Et puis, nous, on a lu beaucoup de choses modernes. Du coup, je sais que moi, ces derniers temps, j'ai tendance à me retourner vers des vieux runs, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu débutes, t'as pas forcément envie de commencer par ça. C'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut vraiment être amoureux du personnage, de la période. Il faut y aller avec pas Une simplement curiosité. l'envie de lire une bonne histoire. Ouais. C'est Il faut ça. avoir C'est envie de vraiment. découvrir. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, un scénariste, une manière de raconter un personnage, des dessinateurs, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter dessus. Nous, il y a ça aussi, il faut pas se voiler la face, il y a notre plaisir sur des vieilles lectures, on le prend aussi sur ça, en replaçant dans le contexte de l'époque, en faisant tout un tas de trucs comme ça. Et en 89, petit mot aussi, on va en savoir peut-être un peu plus sur le bébé de Betty. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que on en entend vite parler, elle parle, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il aborde même, Peter David, la question de l'avortement, parce qu'à la base, elle disait qu'elle ne voulait pas le garder, avant de se réaliser. Mais vu qu'après, ensuite, on passe sur Joe Fixit, on n'a plus de nouvelles donc, de tout ça, du bébé. On aura bientôt. Et on a eu l'apparition, on a oublié de le dire, d'un personnage qui s'appelle Marlo. Oui. Qui deviendra la femme de Rick Jones. Ça m'a fait rire aussi, ça, quand même, Marlo, parce que, on peut le dire, elle se fait Joe Fixit, hein, oui. Sauf qu'à un moment, elle y retourne pour lui rendre visite, il la remballe, et elle voit Peter Parker à la télé, elle se dit, oh tiens, il est mignon celui-là, je me le ferai bien, et elle va au studio où il est interviewé, tu vois, les années 80, les années 80. C'est tout à fait ça. Et on peut se le faire en musique. Les années 80, vache, les années. C'était particulier. Voilà, vache, ouais, ça passerait plus quand même. Non, et puis tant mieux quoi. Enfin, tant mieux, je sais pas. Après, ouais, ça fait rire. On place ça dans le contexte. Ça fait rire, voilà, quand tu repasses ça dans le contexte. C'est sûr que, ouais, bref, c'est pas ouf. On va terminer la vidéo sur ça. C'était un plaisir encore une fois de vous proposer une petite vidéo sur cette intégrale. On va s'atteler à la tâche pour le 89 et on va essayer de revenir le plus rapidement possible pour une autre vidéo autour de cette magnifique aventure proposée par Peter David. Si ça vous a plu, faites comme d'habitude, laissez un petit commentaire. On parle de Hulk et de tout ce que vous voulez dans la section commentaires de cette vidéo. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, partout, c'est le meilleur moyen de faire parler de cette vidéo et de notre travail, modestement, mais avec beaucoup de sincérité. Et on vous dit à très bientôt dans les rubriques de G. Dans les c'était dur à dire. Sur ma chaîne. À bientôt. Et oui, mais j'ai fait pareil avec Dramoud, du coup je trouve que ça va être de la gueule, tu vois, que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Et tous les deux, vous m'avez fait foirer mon truc, c'est pas grave. Allez, à très bientôt. Salut. Salut.